Comment va le monde aujourd'hui avec Jean-Marie Kassamba, éditorialiste maison des Télé 50, mesdames et messieurs, il est avec nous. Vous aimez bien ses analyses? Eh oui, il est là. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'accepter cette invitation. Ce matin, c'est pas facile, toujours très pris, enseignant par là, journaliste par ici, mais vous vous prêtez toujours à cet exercice d'analyse de l'actualité. Parlez-nous un tout petit peu. La République démocratique du Congo marche dans le monde. Oui, on va aborder aussi la guerre en Ukraine, mais d'abord en RDC. Cette actualité avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, qui pourra être blanchi peut-être. Bon, d'abord, je dois rendre hommage ici à un confrère, un frère, qui a fait la pluie et le beau temps sur la chaîne nationale, l'OZRT de l'époque. Il faisait des émissions, Clip Inter, si les gens se rappellent encore. Clip Inter, oui, à la radio. La radio FM, qui venait d'être mise en place ici à Kinshasa. Ilunga Mwanabouté, au Mutombo. Bonne diction, bonne formation, bel homme, qui m'a retrouvé à Paris quelques années après, il y a une vingtaine d'années, plus que ça d'ailleurs. Et il est parti il y a 3 jours. Lui rendre hommage ici parce que ce pays a connu les années de grands journalistes, comme les Mbouibouéboué, comme les Kibambi Shintoa, comme Kwebe Kimpele, etc. Et Ilunga faisait partie de ces grands journalistes. Il était venu, durant ces états généraux de la communication et de la presse, invité par le ministre Mouyaya. Il est resté un peu chez nous ici. Comme il était malade, la maladie l'a emporté. Il est parti. Rassurer d'abord les journalistes de Kinshasa que le ministre Mouyaya et son cabinet... ils ont déjà pris des dispositions pour que notre confrère soit enterré en toute dignité. Sa maison d'origine, la TNC, j'étais hier avec le DG qui m'a dit que même si l'on a été déjà parti depuis plus de 20 ans, statutairement, la TNC n'était pas obligée de faire quelque chose, mais symboliquement, il y aura quand même un geste qui sera fait, rien que pour la mémoire. Et à ce propos, d'ailleurs, les États généraux ont tenu leur plénière. Voilà, Ilunga, c'est lui, Mwanabouté au Mutombo. Et qui a inspiré plus d'un journaliste. Oui, absolument, ouais. Absolument. D'ailleurs, c'est lui et Mbouibouéboué qui ont présenté la soirée de clôture des États généraux de la presse, ici donc à Kinshasa, il y a quoi, 2 mois. On l'a trouvé fatigué, mais avec toujours même verve, même expression, même phraséologie, beaucoup de compétences. C'est bien dommage qu'il soit parti. Nous allons continuer les shows, comme on dit, parce qu'effectivement, ce pays mérite des grands journalistes comme lui. Voilà, qu'il aille se reposer en paix. Il a marqué son temps. Donc je disais sur les états généraux de la communication, je suis rapporteur de la commission des suivis, des recommandations. Nous avons tenu hier notre réunion pour voir à quel niveau ces états généraux sont en train de se concrétiser. Il y a un certain nombre de choses qui sont déjà faites. Il va en avoir suffisamment d'autres. La matérialisation des résolutions. Absolument. Il y a une centaine de résolutions qui ont été prises pour, le cahier de charges, c'est la nouvelle politique nationale des communications, c'est la viabilité des médias et les textes fondateurs. Donc, on est en train d'exercer tout cela. Nous sommes un comité, le bureau est composé de notre président, le ministre lui-même, secondé par l'honorable Moutiri, et puis les vice-présidents nous-mêmes. C'est un grand travail, Jean-Marie Kassamba. Un grand travail. Parce qu'il y a un foisonnement des médias en RDC. C'est tout un travail à faire et nous allons le faire dans la douleur, parce qu'il faut éduquer, il faut réformer les textes, il faut moderniser les organes de presse. Ce n'est pas évident, mais nous allons le faire, ce travail, pour notre pays. Ce n'est pas conjoncturel, c'est quelque chose qui va rester très longtemps. Alors, vous m'avez posé la question sur comment va le Congo, notre pays. J'allais dire les Zaïre. Les Zaïre, c'était autrefois, mais là, c'est la... oui, mais les années Zaïre ne sont pas toutes à haïr. Eh bien, la RDC fonctionne, va à son rythme.
Le retour de Vital Kamerhe, ce n'est pas fortuit. La politique dans notre pays a souvent ces réalités qui dépassent en quelque sorte ce que monsieur tout le monde peut penser, peut vivre. Vital Kamerhe est revenu et je suis convaincu que avec ce qu'il a connu comme mésaventures, il est en train de retrouver en quelque sorte ses honneurs perdus. Parce qu'en réalité, ces dossiers, comme je l'avais dit au début, j'avais fait plusieurs émissions sur ces plateaux avec les partisans de Vital Kamerhe qui nous expliquaient toujours que ces affaires de détournement cachent beaucoup de visées politiques. Et là, on est revenu à la politique. La politique, c'est quoi? Il faut les allier. Vital Kamerhe est un allié du président Tshisekedi depuis Nairobi. Vital Kamerhe, c'est un grand leader du Sud Kivu, mais un leader tout court sur le plan national. On est en train, en quelque sorte, pas de le blanchir, mais de restituer les choses. De le réhabiliter. Oui, restituer d'abord les choses pour qu'il soit, pas Premier ministre, comme d'aucuns semblent le dire, mais il va jouer un rôle. Mais il a aussi les épaules plus larges pour assumer il peut, mais je ne pense pas que politiquement, il va le faire. Je pense qu'il sera, il sera le coordonnateur de l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Comme il a une espèce de stature politique un peu, on va dire, intégrateur, autrement dit, quelqu'un qui peut fédérer beaucoup de gens, visiblement et invisiblement. Et donc, Félix Tshisekedi en a besoin pour un peu recoller les morceaux, repartir, mais avec quand même quelques conséquences. Quelques conséquences, c'est quoi? Si vous demandez à tous les stratèges, ils vont vous dire que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Si Vital Kamerhe va se rappeler un peu de ce qu'il a vécu, tout ça, je veux dire, intrinsèquement, il était secoué. Mais politiquement, il a gardé le cap, même pendant qu'il était en prison, il n'a jamais divorcé publiquement avec Félix Tshisekedi, même si ces gens étaient un peu trop endiablés. Il a continué à demander à ses militants de garder des bonnes relations avec le chef de l'État. Stratégiquement. Et il va encore le faire stratégiquement, c'est-à-dire en posant des conditions. Parce qu'il y a eu des gens qui étaient à la base un peu de ce qu'il avait connu. Et donc, il va poser des conditions. Donc, il peut y avoir chamboulement. Il va y avoir chamboulement. Ça a commencé d'ailleurs, le chamboulement. Et donc, il va y avoir chamboulement, mais il faut compter avec Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, il est aussi leader du Sud Kivu. Même coin. Oui. Ensuite, Bahati Lukwebo, il a aussi un réseautage très développé. Il a des élus, il a des gens qu'il a installés dans le système. C'est un félin. Et donc, mettre Vital Kamerhe opposé à Bahati Lukwebo, Sud Kivu, leadership, etc., ça va être compliqué. Mais bon, j'espère que le président Tshisekedi a bien compris, intégré cela, que vaut mieux avoir Vital Kamerhe en leadership qu'avoir Bahati Lukwebo, parce que si Vital Kamerhe, en termes de mobilisation, en termes de, si vous voulez, secouer les cocotiers, il est plus dangereux en étant adversaire que compagnon. Donc, vous allez voir d'ici, à moins que mes analyses ne me trahissent, Vital Kamerhe sera redimensionné. Il va retrouver ses lettres de noblesse. Et donc, d'ailleurs, on l'a vu avec la sortie de Massaro et tout ce que cela comporte, mais il faut élargir. Parce que, en politique, les alliés, il faut le faire province par province. Il y a quelques dessus qui n'ont pas été nommés ministres, qui n'ont pas été nommés DG, qui n'ont pas été, on va dire, dans le gouvernorat actuel. Tous ces dessus, ils risquent de faire une espèce de conglomérat qui peut constituer une pierre d'achoppement pour 2023. Même si, je le précise, il n'est pas probable qu'il y ait élection en 2023. Et même s'il va y avoir dialogue, Vital Kamerhe sera en pole position pour constituer le camp de Félix Tshisekedi pour peser dans ce qu'il y aura comme discussion avec les autres camps. Au regard de tout ce qu'il a subi dans sa peau et dans sa chair, dans son corps, est-ce que, oui, il a toujours demandé à ses militants de soutenir le chef de l'État, de rester publiquement, rester dans la coalition. Oui. Mais nous sommes devant un politique. Oui. Est-ce que
dans la suite, il peut y avoir des surprises. Oui, il peut y avoir des surprises. Rappelez-vous la situation qu'avait vécue Bernard Kolela avec Denis Sassou Nguesso. Bernard Kolela, d'abord, il avait signé un partenariat avec Denis Sassou Nguesso. Mais lorsque Lissouba accède au pouvoir, il y a eu retournement des Kazakhs. Rappelez-vous, c'est que, allez, Michel Rocard et François Mitterrand avaient comme deal en France. Une fois que Mitterrand devient président de la République, rappelez-vous comment Michel Rocard a été remercié par François Mitterrand lorsqu'il était nommé Premier ministre. Édith Cresson est venue derrière, etc. Des gens qui connaissent l'histoire de la France, ils peuvent vous le dire. Regardez ce qui se passe avec Alassane Ouattara Et Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui travaillait pour Ouattara dans l'ombre. Toute la rébellion que Guillaume Soro faisait contre Gbagbo, c'était Ouattara. Guillaume Soro était Premier ministre de Gbagbo jusqu'à aller aux élections. C'est lui qui a organisé les élections en Côte d'Ivoire. Il a changé Kazakh à la dernière Pour soutenir Ouattara. Pour soutenir Ouattara. Et regardez là où il est aujourd'hui, Guillaume Soro. La position qu'occupe Guillaume Soro vis-à-vis de Ouattara. Donc la politique, c'est un jeu à double tranchant. C'est un couteau, si vous ne le maniez pas très bien, il risque de vous blesser vous-même. Donc il faut être très prudent. Et donc le partenariat Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, rappelez-vous que Vital Kamerhe, c'était le maillon fort de Joseph Kabila en son temps. Secrétaire général PPRD, président de l'Assemblée nationale, etc. Le redimensionnement des choses risque d'avoir des surprises d'ici l'année prochaine. Et donc, les grands stratèges qui doivent être auprès, notamment de Félix Tshisekedi, doivent faire des analyses fines. Qu'est-ce qu'on appelle l'analyse fine? C'est de voir sur quel pilier le président doit asseoir sa politique et ses soutiens intérieurs. Alors, je suis tenté de poser cette question. Est-ce que le président de la République est tenté de revenir à son alliance de Nairobi avec Vital Kamerhe? Mais cette alliance était déjà obsolète lorsque le président Tshisekedi avait signé avec le FCC. Quand il a divorcé avec le FCC, il a élargi au maximum avec les gens qu'il a ponctionnés chez Joseph Kabila. Et surtout avec Bahati. Oui, mais surtout Bahati, parce que la constitution de l'Union sacrée, c'est essentiellement Bahati, et avec de nouveaux amis, ramenés notamment par Kabound. Sans oublier Bemba aussi. Oui, mais Bemba est venu en soutien. Katumbi est venu aussi en soutien. C'est pour cela que la centralisation de l'Union sacrée était Kabound, Bahati, et les alliés qui sont venus de Bemba et de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, les relations ne sont pas très claires, ou pour ne pas dire fluides avec Katumbi. Bemba est toujours en embuscade, surtout avec la loi électorale. Si jamais on n'enlève pas l'incise là qui exclut celui qui a été condamné notamment pour corruption, Bemba ne risque de pas être candidat en 2023. Et donc, c'est lui qui peut en quelque sorte jouer le rôle moteur dans la nouvelle configuration, c'est Vital Kamerhe. Parce qu'il va rappeler d'où est-ce qu'ils viennent, Nairobi, il va rappeler ce que lui-même avait dit, le ticket gagnant, il va rappeler que j'ai connu des brimades, etc., mais je n'ai pas divorcé, je suis resté fidèle dans la maison. Et il va rappeler que il faut convaincre et les déçus et des nouveaux venus. Parce que comme Tshisekedi a encore la signature, les Congolais courent toujours derrière la signature. Donc on peut encore dire que c'est par Kamerhe que les saluts de Tshisekedi risquent de passer. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas absous, on n'aurait pas fermé, on va dire, les yeux sur ce qui était déjà condamnation des faits. C'était condamné jusqu'en deuxième instance. Et donc, aujourd'hui, on a récupéré la situation, on va dire d'une manière stratégique. Et Kamerhe, s'il joue bien, il va jouer
les premiers rôles, les premiers plans. Jean-Marie Kassamba, la question c'est comment va réagir la base des Camérés, Walungu, Sud Kivu, Nord Kivu. Mais la base a déjà changé. Regardez quand le ministre du plan, enfin oui, il s'occupe du plan, non, pas de budget, Mbodj, quand il a fait la tournée là-bas, il était rejeté dans un premier temps, mais quand on a annulé les condamnations des Camérés, eh ben, la base a retrouvé les sourires et a dit non, vraiment, on est avec Fachi Béton, etc., etc. Mais cette même base était déjà anti-Kassaïen, anti-Union Sacrée, anti. Vous savez, l'opinion change, hein? L'opinion change. Au gré des décisions, au gré des nominations, au gré des avantages, etc. C'est tout un mandat qui s'achève comme ça et Caméré risque d'être considéré par ses frères comme celui qui doit jouer les sales boulots et on les rejette. Bon, il faut savoir aussi ce qu'il gagne. À part la prison qu'il a fait Caméré, c'est des brimades, etc. Mais il a quand même gardé discrètement, on va dire, ce qu'il a pu avoir. On n'a pas poursuivi juste dans le dernier retranchement. Ces gens n'ont pas été chassés du gouvernement. Ces biens n'ont pas été touchés, etc. Non. En fait, politiquement, Félix Tshisekedi, il a joué un peu fin. Hein. C'est-à-dire, il a même dit que Caméré, c'est un homme bien, il peut encore jouer un rôle dans ce pays, etc. Donc, le fil n'était pas coupé. Le fil n'était pas coupé. Alors, vous avez parlé des chamboulements. Je vous ai donné ces mots, vous avez analysé qu'il y a eu réellement un chamboulement dans les sphères du président de la République. On constate le départ du Fantomas qui n'est plus là, Kabound qui n'est plus là. Est-ce que ces têtes sont tombées parce que Caméré l'a demandé? Ça, on ne peut pas le dire, mais écoutez, il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est-à-dire que tout est rapport de force. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que vous me donnez? Tout est fonction de la conjoncture. Fantomas, sécuritaire, bon, il y a un peu de l'habillage. Kabound, c'est politique, c'est du militantisme. Lui aussi, il a un peu exagéré dans non-respect de l'autorité, non-respect parfois de certaines dispositions et tout ça. Et voilà, même au niveau juridique, avec Kalouba. Et donc, Félix Tshisekedi garde la main, comme tu dirais, sur le plan des nominations, de la signature, mais sur le plan stratégique, il faut faire des vraies analyses. Nous, les stratèges, on voit toujours un peu les conséquences de ce qu'on pose comme acte, un peu plus tard. C'est-à-dire que si vous accumulez des adversaires, ces adversaires constituent une force. C'est comme l'OTAN avec la Russie. Vous voyez, la Russie, ni Tété, on en parlera tout à l'heure, la Chine, le Brésil et tous les pays du Sud, la Corée du Nord. La Corée du Nord, un peu tous ces pays du BRICS, Bolivie, du BRICS, eh bien, la Russie allait être vraiment isolée. Mais regardez comment les Occidentaux se sont rués, constitué maintenant une force anti-russe, et Poutine est obligé de ramer. C'est comme ça que j'ai dit qu'il ne faut pas accumuler suffisamment d'adversaires. Et dans votre entourage proche, et du côté, on va dire, des adversaires naturels, les Katumbi, les Mbemba, les FCC de Joseph Kabila, etc., etc. Parce qu'à un moment donné, vous aurez besoin de vous retrouver avec ces gens. Vous aurez besoin de vous asseoir sur un certain nombre de supports. Parce que les élections à venir, c'est encore une fois sur le plan de la territoriale. C'est pour ça que l'arrivée des gouverneurs apparentés IDPS, apparentés Union Sacrée, c'est une petite victoire de parcours. Parce que ce sont les premiers gouverneurs élus directement par l'émanation de Tshisekedi. Pas ceux qui ont muté ou la transhumance, comme à l'époque du FCC, etc. Ou qui étaient venus par contrainte, d'autres par dissuasion et tout ça. Aujourd'hui, c'est élu. Ils n'auront comme travail qu'à militer et s'aimer province par province la cause, la bonne cause, etc. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'ils n'auront pas suffisamment de temps
Et comme sur le plan social, il y a énormément de problèmes dans nos provinces, ces députés, ou plutôt ces gouverneurs, s'ils ne font pas le vrai travail sur le plan social, ils seront discrédités. Je suis tenté de dire que l'Union sacrée, avec à la tête du DPS, ça a joué beaucoup. Et ça, c'est le boulot de Kabouya. Oui. Kabouya a beaucoup travaillé pour que l'IDPS, qui n'avait pas des élus, notamment au niveau des provinces, dans les provinces comme les Tanganyika, comme d'autres provinces, beaucoup de provinces d'ailleurs, sauf les Sankourou, ils ont perdu, eh bien, il a imposé, il est arrivé à gagner même si on parle de corruption, mais c'est encore prouvé. C'est quand même un point positif pour Kabouya. Et il peut amener ça chez Tshisekedi, voilà mon butin. Pour Kabouya ou Kabouya. Pour les ténors de l'Union sacrée qui sont C'est Kabouya d'abord. C'est Kabouya d'abord. Kabouya d'abord parce que... Pourquoi Kabouya d'abord? Parce que c'est lui le patron de l'UDPS. Accessoirement, Bahati... Mais tous les candidats présentés n'étaient pas nécessairement UDPS. Mais l'UDPS qui n'avait pas de députés provinciaux a gagné des provinces. Bahati a joué un rôle, on va dire, de mixage pour mettre des candidats qui a lui étiqueté Union sacrée. Mais en réalité, il a fait une passe à l'IDPS. À Kabound. Oui, c'est Kabouya. C'est Kabouya. Bon, Kabound, il est out. Kabouya. Oui. Apparemment, on est dans la vie politique ancrée, teintée de beaucoup de malices en RDC aujourd'hui. Quand les tableaux peints par vous démontrent que nous partons vers des enjeux politiques majeurs. Il faudra que chaque leader politique puisse avoir des biceps pour résister. Absolument. Mais c'est le travail qui est fait par Mbosso. Mbosso, il risque d'être mis de côté. Bon, vu son âge, vu un peu, etc., il sera mis de côté. Il y aura un réformatage plutôt de la scène politique, comme ça s'est fait pendant 1+4, comme ça s'est fait après les élections de 2006, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée des Kengo 2008, 2009, 2000, hein, vous voyez, surtout après 2011. Tout ce qui s'est fait avec l'ouverture de Joseph Kabila, c'est ce que Félix Tshisekedi va faire. Mais il faut qu'il ait un ténor acquis à sa cause. D'où l'arrivée des Camérés. Sur qui s'appuyer? Oui, d'où l'arrivée des Camérés. Il faut qu'il y ait un renforcement de l'UDPS. C'est pour ça qu'il faut sortir des têtes pensantes de l'UDPS, en finir un peu avec les côtés un peu folkloriques, des jeunes gens qui crient, etc. Il faut qu'il y ait de vrais cadres. Vrais ténors de l'UDPS, des gens qui pensent, hein, de vrais gouverneurs, de vrais responsables de l'UDPS, jouent un rôle politique cette fois-ci, pas de militantisme, politique. Très bien, Jean-Marie Kassamba. Nous allons nous rendre en Côte d'Ivoire où le chef de l'État a séjourné. Oui. En marge des COP 15. Les déclarations suivies et l'opinion, c'est quand même étonné de voir de telles déclarations du chef. Stratège, analyste, vous nous dites quoi? Non, moi je pense qu'il ne faut pas toujours lire des travers ce que dit le président de la République. À un moment donné, le président Tshisekedi agit, se comporte comme un Congolais armé de bonne volonté. Il se comporte comme qui est le vrai président comme François Hollande. Oui, c'est-à-dire qu'un président normal. C'est-à-dire qui vit au quotidien, qui constate les injustices, qui constate les choses qui ne fonctionnent pas. Et il les dit. Et qui les dit avec son cœur. Maintenant, si vous faites des interprétations, ça c'est votre affaire. D'abord, il s'exprime en tant que Congolais. Il constate que, moi je suis le premier à le dire, hein, depuis les années 80, chez nous au Kasaï, c'est le tout diamant. Le tout diamant. Les enfants ne vont pas à l'école. Nos universités dépourvues. Ouais. Et ça rattrapé. Les instituts supérieurs pédagogiques ne donnent pas de bons enseignants. Ça, c'est depuis les années 80. Toute cette génération de ceux qui enseignent aujourd'hui, mais ils ont été formés durant les années 80, 90, 2000. Avec quel matériau didactique? Avec quel type d'enseignement? Avec quel programme? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils donnent à nos enfants? Avec des années blanches. Oui. Pour que vos enfants aient un enseignement de qualité,
il faut les mettre dans les écoles privées. Et dans les écoles privées, les méthodologies d'enseignement sont, on va dire, occidentalisées. École française, école turque, école belge. Mais l'opinion publique dit que c'est à lui de prendre des décisions. Non, mais lui, il a trouvé ça. Il a trouvé ça. Ces COPE, toutes ces structures qui doivent réformer, former, ce qu'on appelle la formation continue. Si vous allez à l'IPEN ici, vous savez, on avait fait un procès à votre collègue, Ochokoum, par les étudiants de l'IPEN. Oh, M. Ochokoum m'a dit qu'on ne parlait pas bien français. Mais c'est l'IPEN qui forme les enseignants, c'est la pédagogie nationale. Moi, je suis le premier à dire l'IFASIC et les autres enseignements, ben, ça pose problème. C'est qu'a dit Félix Tshisekedi par rapport au niveau des enseignants. Ce n'est pas de l'insulte, c'est un constat. On va lui opposer cela pour dire mais qu'est-ce qui est fait pour remédier. Alors, c'est là où intervient maintenant les gens qui travaillent autour de lui. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Nzangi. Oui, Moïse Nzangi, qui était un grand critiqueur avant Moïse Nzangi. Moi, je connais bien. Il venait ici, sur le plateau ici. Il ne faisait que critiquer. C'est à lui, aujourd'hui, il a fait les états généraux au Katanga, eh bien, qu'il faut qu'on concrétise ça sur l'enseignement supérieur. Il avait commencé par fermer quelques universités, et puis il les a ouvertes certaines, etc. Bon, jusque-là, on ne sent pas. Les LMD, tout ça, on ne sent pas. Ça va un peu dans tous les sens. Les Wi-Fi que le président avait promis, bon, Transacademia, vous voyez, voilà, tout ça, ça pose un peu de problème. Il faut qu'il y ait une certaine concrétisation de ce que le président promet. Et donc, les COP 15, c'est la COP ou le COP? Eh ben, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire concernant la protection de l'environnement. Mais c'est un peu un marché de dupes. De lutte contre la désertification de l'Afrique. Non, c'est un marché des dupes. Ceux qui polluent l'environnement, ce n'est pas nous. C'est les pays industrialisés. On n'a pas des industries extraordinaires, on n'a pas de... C'est les autres qui polluent chez eux et ils viennent chez nous nous demander de ne pas toucher à nos forêts, de ne pas toucher à notre eau, de ne pas toucher... Mais c'est eux qui polluent, qui continuent à polluer. Regardez avec la guerre en Ukraine, ils se mettent maintenant à faire plus de pétrole, ce qu'on appelle les énergies fossiles, et plus de gaz, plus d'armes qui détruisent, plus de bombes atomiques, pourquoi pas. Donc c'est eux, c'est pas nous. Chez nous, on a un problème de désertification. Mais ça, c'est Dieu. On ne dit pas que c'est nous, c'est Dieu. Dieu a toujours prévu des zones désertiques, des zones tropicales, des zones où il y a de l'eau. Ben, c'est la nature, c'est un cycle. Et donc, il ne faut pas qu'on fasse de cette affaire de l'environnement tout un commerce. Et d'ailleurs, souvent, quand eux-mêmes ils lèvent les fonds, ces fonds-là ne viennent pas chez nous. Ils gèrent cet argent eux-mêmes. Comment voulez-vous? J'ai entendu, on a avancé 1 petit milliard pour reboiser en Côte d'Ivoire, pour donner, ne serait-ce qu'un certain processus pour que ça puisse repartir. Mais des milliards de dollars, du crédit carbone par exemple, pour notre bassin du fleuve Congo. Ça n'arrive toujours pas. Vous allez ici, dans les systèmes des Nations Unies, on va vous parler des chiffres, mais ça vous fait tomber de haut. Mais ces chiffres, il est géré par qui? Mais c'est par eux-mêmes. Hein, voilà mon ami Faure Gnassingbé, voilà, j'ai quelques amis présidents qui étaient là-bas. Tous ici, en une journée, on fait des communiqués de presse, et après les communiqués de presse, tout s'arrête. Et donc, ce sont en général des réunions pour rien. Des réunions pour rien? Oui, c'est des réunions pour rien. Les présidents se retrouvent, ils font des déclarations, il y a des conférences de presse, des indignations. Et après, les industries continuent. Vous êtes d'accord avec ce que l'ancien président américain Trump, qui disait que c'est un marché des dupes. Hein. Mais c'est un marché des dupes. Mais je vous donne un exemple sur le pétrole en ce moment. Pour se débarrasser de la Russie, c'est la course au pétrole qui viendrait d'ailleurs. Mais comment vous allez produire du pétrole sans polluer l'environnement? C'est la course au gaz qui viendra d'Algérie, qui viendra peut-être du Gabon, du Cameroun. Nous, on a aussi du gaz chez nous ici, la Kivu là-bas.
Et donc, pour produire du gaz, vous allez polluer l'environnement. Donc, il ne faut pas nous demander de faire ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire et en même temps, vous ne prenez pas Mais le président africain adhère facilement. Oui, mais, Hein, mais les pauvres, est-ce qu'ils ont le choix? Ils savent que c'est faux. Ils savent qu'après la conférence, tout le monde va rentrer chez soi et tout le monde va continuer à polluer l'environnement. Hein, comme M. Moussa Faki, ici de l'Union africaine. C'est à nous de tirer le meilleur, comment dire, le meilleur point positif pour nous. Qu'est-ce que nous retire de ça? La RDC. Il faut qu'on puisse capitaliser notre faune et notre flore. Il faut qu'on puisse transformer également notre bois. Il faut que notre eau, au lieu qu'on dise on va l'envoyer au lac Tchad et tout ça, qu'on puisse capitaliser chez nous. Il faut que ça rapporte de l'argent. Quand vous décollez de la RDC, vous regardez en bas, tout est vert. À l'état sauvage. C'est à l'état sauvage. On n'a encore rien transformé, M. Tubasso. Rien du tout. Rien du tout. Et on peut gagner beaucoup d'argent avec tout ça. Alors, pendant 7 ans, les États-Unis, avec le président demande... Biden demande... on sait qui se présente comme le Parlement américain, oui. Qu'on puisse lui donner... Oui, la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, qu'on puisse lui donner l'occasion de donner 33 milliards à l'Ukraine. Pendant que les Africains n'en reçoivent même rien, j'ai dit ça ce matin, la guerre à l'Est, on ne donne rien, mais l'Ukraine doit recevoir 33 milliards. Mais parce que ce qui s'est fait en Ukraine, c'est la guerre des États-Unis d'abord, et puis les Européens sont derrière, contre la grande puissance qui est la Russie. C'est une guerre par procuration. Bien sûr. Ce n'est pas la petite Ukraine qui se bat contre la Russie, c'est les États-Unis, appuyés par les Européens depuis 2014, qu'on a installé, d'abord on voulait attaquer par le Donbass là-bas, donc l'Union soviétique, ou plutôt la Russie, aujourd'hui qui veut reconstruire l'Union soviétique. Et l'Ukraine était transformée comme une rampe de lancement pour attaquer la Russie. Poutine l'a dit, hein, durant le meeting. Et Poutine a anticipé pour essayer de détruire un peu tout ce qu'on avait installé là-bas. Ça continue. Chaque jour, ici, il détruit des armes qui sont données, qui sont installées là-bas. D'ailleurs, ces défilés qu'il a fait, hein, vous voyez, on dit un défilé outil de propagande, mais nous vivons la propagande tous les jours, de LCI, de France 24 et des autres médias. Voilà. Mais Poutine, qu'est-ce qu'il a rappelé? Il a dit aux Russes, si nous n'étions pas partis là-bas, c'était une affaire de mois, de semaines et de mois, et la Russie devait être envahie et attaquée pour nous diminuer, parce que les Occidentaux n'ont jamais accepté que c'est la Russie qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains, avec leur débarquement, ils sont devenus derrière, et c'est pour cela qu'à Yalta, ils se sont partagés le monde en bloc. La moitié de l'Allemagne, ce qu'on appelle l'Allemagne de l'Est, et tous les pays de l'Est, c'était à l'Union soviétique. Parce que l'Union soviétique avait gagné. La France qui n'avait pas gagné, parce que la France était derrière les Américains et les Russes. Bon, on l'a associé quand même. Il est devenu pays membre de Conseil de sécurité. Mais la Chine, de facto, a gagné. Donc, pays membre de Conseil de sécurité, la Russie qui a gagné la guerre, les États-Unis qui avaient gagné la guerre contre Hitler, la Chine qui avait gagné la guerre, la France et accessoirement la Grande-Bretagne. Et dans le 5 ici, on veut mettre de côté l'Union soviétique, on veut mettre de côté la Chine. Il y a, vous voyez, Satan 2 qui passe. Hein? Et on est en train de dire que la Russie ici, c'est une petite puissance, et ils n'ont rien, ses armes sont obsolètes, etc. C'est faux. Si la Russie n'était pas armée, il y a longtemps que la Russie devait être envahie, comme ça a été le cas avec l'Irak, avec la Syrie, avec l'Afghanistan. L'Afghanistan. Ils n'allaient même pas attendre. Même la Libye, qui avait que des armes conventionnelles comme ça, on n'a pas attendu, on a attaqué. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune bombe qui tombe sur le sol
russe. Oui, de plus en plus, on sent que les États-Unis, l'Union Oui, mais européenne se décident d'envoyer, de soutenir ils les militairement. font parce que c'est leur guerre. Mais est-ce qu'il n'y a pas risque d'utilisation des bombes atomiques si la crise s'enlise? Oui, il y a un risque. Poutine l'a dit. Il y a un risque. Le risque va arriver comment? Lorsque on va bombarder une seule ville russe. Et ça, les Américains le savent, les Européens le savent aussi. Et ceux qui seront en première ligne, ce sont les Américains, plutôt les Européens. Ils savent. Ils savent que Poutine, il n'a rien à foutre. Il dit, si notre existence, la chargée de renseignement américain l'a dit hier, avril, que Poutine, s'il est poussé dans son dernier retranchement, il peut actionner la bombe. Mais il n'a pas que la bombe atomique, il a encore des armes plus destructeurs que la bombe, enfin, moyennement destructeurs que la bombe atomique. Jusque-là, il n'a pas encore usé de ces bombes, de ces missiles-là. Il utilise en ce moment des missiles, on appelle les supersoniques, qui sont pointés, qui vont aller détruire les armes. Mais on constate que l'action de Poutine est de plus en plus concentrée vers la Donbass. Est-ce qu'il a perdu ou il a atteint son objectif? Non, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vous ai dit qu'on avait installé en Ukraine des bases, des mercenaires, des missiles, notamment cette région de Donbass, ça fait frontière avec la Russie. Et lui, il a déjà annexé cette région-là, comme il a fait avec la Crimée. Maintenant, il nettoie, il fait du nettoyage pour consolider l'annexion de cette partie. Et les Européens disent, s'il prend contrôle et de la Crimée et du Donbass, on ne va pas atteindre notre objectif de l'affaiblir. Donc on renforce les armes là-bas. Lui, à chaque fois, il livre les armes, lui, il détruit les armes. Et en leur disant, attention, les jours où vous allez bombarder mon territoire, ça va prendre des dimensions compliquées. Et ils font tout pour ne pas bombarder le territoire. Mais il y a ceux qui disent qu'il avait promis une guerre éclair, une opération de quelques jours, mais ça a pris du temps parce que l'Ukraine a résisté. Non, l'Ukraine n'a pas du tout résisté. Je vous ai dit que le comédien là que vous voyez, lui, le pauvre, il ne fait rien. Lui, c'est une agence de communication qui fait faire ce qu'il fait là. Tu parles comme ça, voilà, la fameuse veste qu'on a vendue aux enchères. Tout ça, c'est parce que l'Occident veut se cacher derrière l'Ukraine pour faire la guerre à Poutine, tout simplement. C'est une guerre contre Poutine des Occidentaux, de l'OTAN. De l'OTAN. Et ça, c'est depuis 2014 que c'est en train de se faire. Et Poutine, il n'est pas seul. Il y a la Chine, vous avez suivi Lula au Brésil, il y a l'Inde, il y a beaucoup de pays africains qui n'osent pas parler, mais ils sont derrière Poutine. Il y a le Centrafrique qui s'est déclaré ouvertement. Voilà. Et donc, nous allons assister, dans pas longtemps, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'il y a la vie économique et sociale qui devient de plus en plus dure en Occident. Aux États-Unis, la croissance a baissé, les prix ont augmenté, en Europe la même chose. À un moment donné, Macron même l'a dit à Strasbourg d'ailleurs pendant la journée de l'Europe, qu'il faut qu'on envisage de dialoguer avec Poutine parce qu'un Poutine affaibli considérablement, c'est une menace. Et c'est nous, les Européens, qui sommes en première ligne si jamais les Russes s'énervent. Parce que les Russes, ce n'est pas le Burkina Faso. Hein. Et donc, ils peuvent faire mal. Aujourd'hui, jusque-là, ils n'ont pas encore levé l'option sur le gaz et le pétrole russe parce qu'ils continuent à donner de l'argent à Poutine jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Marie Casse. Et c'est à nous, la conclusion qu'on peut faire est que moi, je salue une certaine neutralité pour dire un calme des pays africains qui ne s'affichent pas beaucoup parce qu'ils savent que notre premier partenaire, c'est la Chine. La Russie est en train de vouloir un peu équilibrer les choses en Afrique. On a vu le Mali, Centrafrique, etc. Alors, les Américains et les Occidentaux disent qu'il faut qu'on puisse affaiblir la Russie parce qu'il nous a compliqué la vie en Syrie et puis dans beaucoup de pays africains. Si on continue à le laisser comme ça, il va aller partout. Mais en termes d'autonomie, la Russie est encore beaucoup de choses. Hein. Merci beaucoup.
Jean-Marie Kassamba pour ses analyses ce matin. Comment va le monde? Vous avez compris la quintessence des éléments apportés par Jean-Marie Kassamba ce matin. Merci. Je vous en prie. Ça n'est donc fini avec 50 bonjours, mais aussi dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba, notre éditorialiste. Je sais très bien que vous allez récupérer ça pour mettre sur les réseaux sociaux et commenter. Oui, beaucoup. Pas de problème. Ils vont couper. Allez, on se retrouve demain pour 50 bonjours. Au revoir.